Alors, aujourd'hui, on s'attaque à une question immense. Comment est-ce que notre espèce, Homo sapiens, a pu conquérir la planète? Et pour tenter d'y voir plus clair, on va plonger dans le livre qui a secoué tout le monde. Sapiens de Yuval Noah Harari. Harari, il balance ça dès le départ. Pour lui, on est loin d'être des rois majestueux de la création. Non, on serait plutôt comme des dictateurs un peu paranoïaques, pleins de doutes et d'angoisse sur notre statut. Et c'est justement cette peur, dit-il, qui nous rend si cruels et dangereux. Du coup, la question qui s'impose, c'est comment est-ce possible? Comment est-ce que ce singe, a priori si anxieux et si fragile, a pu finir par prendre le contrôle de toute la planète? C'est une vraie énigme. Pour piger ça, il faut faire un très grand retour en arrière. Parce que la vérité, c'est que pendant la majeure partie de notre histoire, on n'avait rien d'exceptionnel. On était juste un animal parmi d'autres, pas particulièrement impressionnant, coincé au milieu de la chaîne alimentaire. Faut bien s'imaginer le tableau. On se faisait chasser presque autant qu'on chassait. On grappillait ce qu'on pouvait, des plantes, quelques insectes, et surtout les restes des repas des vrais grands prédateurs. Bref, on était loin d'être au sommet. Et puis, tout a basculé, vraiment. À l'échelle de l'évolution, ça s'est passé en un claquement de doigts. Un événement est venu tout changer. C'est ça, le cœur de la thèse de Harari, ce qu'il nomme la révolution cognitive. C'est le point de départ de tout le reste. On voit bien sur cette frise le moment clé. Tout s'accélère il y a environ 70 000 ans. Pour Harari, c'est à ce moment-là que l'histoire, avec un grand H, démarre pour de bon. Alors, la révolution cognitive, qu'est-ce que c'est au juste? Harari nous dit que tout part d'une mutation génétique, un coup de chance en fait, un accident qui a complètement réorganisé les connexions dans le cerveau de Sapiens. C'est un peu comme si on avait reçu une mise à jour majeure de notre système d'exploitation mentale. Et cette mise à jour, elle a débloqué quelque chose d'absolument unique, un super pouvoir lié à notre langage. Bon, attention, les autres animaux aussi communiquent, bien sûr. Un singe peut crier « attention à un lion » pour alerter le groupe d'un danger bien réel, bien concret. Mais Sapiens, lui, a développé une capacité complètement folle. La capacité de dire « le lion, c'est l'esprit protecteur de notre tribu ». Autrement dit, la capacité de parler de choses qui n'existent que dans notre imagination. La capacité de créer des fictions. Et c'est là que ça devient génial. Parce que, comme le dit Harari, le vrai tour de magie, ce n'est pas juste d'imaginer des choses tout seul dans son coin, c'est de pouvoir partager ces imaginaires, de les tisser ensemble pour créer des mythes communs. Et attention, on pourrait croire que c'est une histoire de l'âge de pierre, mais pas du tout. Pour Harari, notre monde d'aujourd'hui est entièrement bâti là-dessus. L'argent, les pays, les entreprises, les lois et même les droits de l'homme, tout ça, ce sont des fictions, des concepts qui n'ont aucune réalité physique. Ils n'existent que parce que des milliards de personnes sont d'accord pour y croire collectivement. Ok, donc on peut inventer des histoires. Et alors? Quelle est la conséquence de tout ça? Elle est énorme. Ça a permis la coopération à une échelle jamais vue auparavant. Les anthropologues estiment qu'un humain peut entretenir des relations sociales stables, basées sur la connaissance personnelle et les potins, avec environ 150 personnes. C'est le fameux nombre de Dunbar. Au-delà, c'est compliqué. On ne peut plus vraiment savoir qui est qui. Alors, comment on fait pour passer de 150 à des millions? Comment on construit une ville, un pays, un empire, avec des millions de gens qui sont de parfaits inconnus les uns pour les autres? La réponse de Harari, c'est la magie de la fiction. C'est une recette simple en 3 temps. D'abord, on invente une histoire forte, un mythe, un dieu, la patrie ou même la valeur d'une entreprise. Ensuite, des millions d'inconnus y croient tous ensemble, et paf. Le résultat, c'est qu'ils peuvent collaborer de façon hyper flexible et à une échelle gigantesque. C'est pour ça qu'il dit, avec un peu de provocation, que les avocats ou les financiers d'aujourd'hui sont les sorciers des temps modernes. Ils ne jettent pas de sorts, mais ils écrivent des statuts, des contrats, des histoires qui donnent vie à des entités purement fictives comme Pojo, qui peuvent posséder des biens ou employer des gens. Bon, cette théorie de la révolution cognitive, il faut l'avouer, elle est hyper séduisante. C'est une explication claire, nette, mais ce serait trop simple si tout le monde était d'accord. En réalité, il existe une autre grande théorie, une histoire radicalement différente pour expliquer notre succès. Et si en fait il n'y avait pas eu de Big Bang cognitif? Et si notre succès n'était pas le fruit d'une révolution soudaine, mais plutôt d'une évolution très très lente qui s'est étalée sur des centaines de milliers d'années? Alors voilà le face-à-face. D'un côté, on a l'idée de Harari, un grand saut, une mutation soudaine il y a 70 000 ans, avec comme secret de la réussite le pouvoir des mythes. De l'autre, on a la théorie de l'évolution culturelle cumulative. Pour ses partisans, tout a commencé bien plus tôt, il y a presque 2 millions d'années. C'est un processus lent, et le secret, ce n'est pas l'imagination, mais notre capacité à apprendre des autres, à copier, à améliorer, pour créer une sorte de cerveau collectif. On se retrouve donc avec un vrai débat de fond sur la nature même de ce qui nous rend si uniques. Finalement,
qu'est-ce qui nous définit le plus? Est-ce notre imagination débordante, cette faculté à créer et à croire ensemble à des fictions pour coopérer en masse? Ou est-ce plutôt notre incroyable capacité à apprendre des autres, à accumuler les savoirs pour construire ce fameux cerveau collectif? La question reste donc ouverte. Quel est notre vrai super-pouvoir? L'imagination qui invente des dieux et des entreprises, ou notre capacité à apprendre les uns des autres pour fabriquer une lance ou un smartphone? C'est peut-être un peu des deux, bien sûr, mais se poser la question, c'est toucher du doigt ce qui fait vraiment de nous des êtres humains.